Et si vos rêves pouvaient être enregistrés et rejoués comme des vidéos? Dans la bulle de la semaine, on vous parle d'un objet design et poétique qui veut donner forme à notre imaginaire nocturne. Plus terre à terre, la France manque de vision sur les cybermenaces et on va en parler. Finalement, un duo tech et design dévoile de nouveaux produits qui risquent de faire du bruit. Hello, c'est Quentin et bienvenue dans la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va mes socios? On est là. J'ai la voix, elle est terrible. Là, c'est... En vrai, ça ça le fait. déraille dans tous les sens. Ah La ouais, semaine ouais. dernière, c'était moi. Écoute, là, faut faire tourner un peu, faut faire croquer. Yes. La voix, ouais, c'est compliqué, mais j'espère que vous allez bien. Bah ouais, on franchement. sort de la canicule. Dans cette Ouais. canicule caniculaire. Bah, ça Alors- y est, on y sort là, on respire. C'est ça, depuis le début de la semaine, moi je dormais 4 heures par nuit, ventilo sur le lit puissance max. Et là, en vrai, depuis avant-hier, je respire un peu. J'ai tout aéré, machin, parce que j'ai pas la clim. Hier, la soirée, elle était légendaire. C'est vrai Oh là là, bah, tu sors, il fait 21 degrés. Ah oui, tu c'est vois, vrai. mais c'est magnifique. Tu respires. Bon, j'espère en tout cas que vous, ça va bien. Dans votre petit paradis de France, je sais pas où vous êtes. Si vous êtes à Aix-en-Provence, bah, bon courage, les gars, parce que c'est Ouais, ça c'est respire la pas. merde. Hein. Ouais, Ça respire pas. faut rester fort. En tout cas, pas mal de petites actualités. IA et pas IA, design et innovation, c'est très cool. Et C'est bien très sûr, design, cette bulle de la semaine. un petit peu, Ouais. ouais. Et en même temps, ça part en couille avec la France comme d'hab. Je sais pas que ça part en couille, c'est un constat. Hein. On va en parler, on va en Cap parler. design. C'est pas une nouveauté. Effectivement, un petit peu d'IA, parce que je voulais vous parler d'un produit qui vient d'arriver, en tout cas qui a été annoncé, qui s'appelle Dream Recorder, un appareil qui transforme vos rêves en images avec l'IA. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, genre, vous vous réveillez et vous prenez un carnet pour noter ce que vous avez vécu dans un rêve? Ah, jamais de la vie, ça, par contre. Jamais? Ah, Ah, Pareil. jamais. Par contre, ça m'est déjà arrivé de me réveiller d'un rêve et de dire putain, non, mais c'était trop bien ce rêve. Grave. Je me rendors et je veux retourner C'est ça. dedans, Et tu s'il vous l'oublies. plaît. C'est Ouais, ça. ouais. Ça C'est dure ça. si vite et c'est pour ça qu'en fait il y en a beaucoup qui les écrivent parce qu'en fait c'est tellement volatile, tu te réveilles, parfois tu t'en souviens pas, parfois ça dure une fraction de seconde. Parfois, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de faire plutôt des cauchemars. Et en fait, tu te réveilles en étant persuadé que c'est encore la réalité réelle. Ah oui, Et tu mets genre 5-10 minutes à redescendre en disant non, mais en fait, c'est pas vrai, tu vois. Ça Ok. m'est déjà arrivé, ça. J'ai un traumatisme comme ça. J'ai rêvé de la rentrée, genre en juillet, début juillet, quand Ah ouais, j'étais ça va, toi. en primaire ou au collège. Je te Dingue. jure, je me suis réveillé, j'étais trop bien. Ah, Surtout, quoi? On est que le 7 juillet. Non, quel Ah ouais, plaisir, ça, quel c'est les plaisir. Quel trucs, quoi. plaisir. En tout cas, il y a un studio néerlandais qui s'appelle Modemworks qui vient de dévoiler un objet du coup à la frontière entre le design et poétique qui justement a cette ambition de matérialiser nos rêves. Et en fait, comment ça fonctionne? Quand tu te réveilles, en fait, c'est un petit dispositif et on va en parler un petit peu de ce design un peu néo-rétro qu'ils ont voulu apporter. Son nom du coup, c'est le Dream Recorder et quand tu te lèves, tu lui racontes ton rêve et l'IA va l'interpréter et ça va être affiché à l'écran. Oh, c'est stylé. ok. Je pensais que c'était un truc en mode ça captait les ondes cérébrales. Voilà, moi, je croyais. machin. Ouais, ça, j'avoue, un ça truc casse bien un peu le Black mythe. Mirror, mais. Ouais. Non, au contraire, c'est un truc très très simple et même tellement simple que c'est un projet qui n'a pas pour ambition d'être vendu à grande échelle. Ils ont mis tous les plans disponibles sur GitHub, même les fichiers d'impression pour la coque en 3D, tous les composants et le code aussi à installer, ce qui coûterait environ 285 €. Mais tout est open source. Ah, trop bien. Ça veut dire qu'en fait, tu peux vraiment le monter chez toi si t'as le matos compatible et un peu de connaissances, tu peux vraiment le déployer. Ça, c'est un Ça peu sent cool. le projet Raspberry, Bah, ça. ouais, mais c'est surtout. Ouais, bah Raspberry, bon, pour faire tourner un truc qui soit en capacité de générer de la vidéo et tout, ça va être un peu plus chargé au niveau J'avoue. hardware qu'un Raspberry. Mais tu vois, moi, la première question que je me pose, c'est au niveau des dérives. Parce que si t'as un truc, tu lui racontes ton rêve et qu'il en fait une vidéo, tu peux lui raconter n'importe quoi, il va en faire une vidéo. C'est ça, exactement. Donc, en Alors, vrai, tu peux le c'est le principe. Alors, par contre, il y a une petite subtilité à ce produit spécifiquement, parce que globalement, ça, on pourrait le faire avec n'importe quel IA Ouais, aujourd'hui. on en a parlé déjà avec toute la stack que Google a mis en Exactement. déploiement. Là, c'est je vous ça. invite à écouter d'ailleurs si vous n'avez pas écouté l'épisode. C'était il y a 2-3 épisodes, c'était sympa. Il faut y aller, il faut y aller. En tout cas, ouais, le boîtier, c'est un truc qui est destiné à être sur sa table de nuit, qui justement a cet aspect un petit peu bizarre, un petit peu nuage. Je vous Ouais. invite à aller voir sur le compte Instagram, vous verrez un petit peu tout le design de ce produit-là. Et globalement,
ce qui va aller à contrario de ce que tu racontais justement, c'est qu'une fois que tu as donné pour retranscrire cette petite narration, ça va diffuser un court film, mais en fait il est flou, un petit peu en version onirique, si je peux dire. Oui, ouais. En fait, ils ont utilisé une qualité d'ultra low définition qu'ils ont appelée ultra low définition Dreamscape pour justement avoir cette vision un petit peu impressionniste de ton rêve. Donc c'est pas détaillé. Ça fait tu un peu vas peinture avoir à des l'eau. idées, exactement, un peu peinture à l'eau. Finalement, comme si tu dressais un tableau, ce que tu pourrais avoir dans ton imaginaire. Et je trouve ça stylé. un peu cool. À la fois, bon, bah, c'est pas bonne qualité. Et en même temps, ça te fait réfléchir et penser différemment parce qu'ils vont pas mettre des éléments précis sur ton scénario. Bien sûr. Est-ce que t'es un peu flou sur les côtés? C'est aussi la représentation qu'on fait souvent des rêves dans les fictions. À chaque fois qu'on rêve, tout est un peu flouté sur les côtés de la vision. Et voilà, je pense que c'est pour matcher avec un peu notre on va dire notre vision qu'on se fait du rêve. C'est ça, et sur Twitter, il parle d'une vraie nature du rêve, justement, pour avoir ce flou volontaire et l'esthétique analogique, justement. C'est un pari audacieux qui va à contre-courant de ce qu'on peut retrouver dans tous les objets connectés qu'on a au quotidien, avec une quantification un petit peu de nos données du sommeil, par exemple, fréquence cardiaque, etc., etc. Là, on va aller sur un truc un peu plus rituel, finalement, où tu te dis, bon, bah, le matin... Tu te réveilles, si tu as fait un rêve, si tu t'en souviens, tu peux lui raconter ton histoire. Et je trouve ça un peu cool. Après, moi, je vais être honnête, si je devais te donner ma take là-dessus, je trouve ça un peu le produit un peu bullshit, quoi. C'est le produit... parce que si pour moi, ça analysait ton sommeil, parce que souvent, bon... Ah non, ça analyse pas ton sommeil. Non, mais c'est ça le problème. Enfin, ça analyse ton rêve, même. L'idée, pour moi, l'objectif ultime, c'est qu'il puisse te raconter un rêve que tu as fait dont tu te souviens pas. Là, pour moi, l'idée, elle est intéressante. Là, de reprendre, de faire une matérialisation d'un rêve que tu as fait et dont tu te souviens, je trouve ça moins pertinent. J'allais juste dire que c'était peut-être aussi, on peut voir l'autre aspect, c'est moins invasif aussi, du coup, le fait de ne pas avoir d'appareil à côté. Ah bah c'est clair. Tu racontes juste le truc, il te fait, lui, l'interprétation qu'il en a. Je pense qu'il y a une vérité, enfin, il y a une possibilité pour les deux de cohabiter, en fin de compte. Et je vous laisse imaginer les dingueries s'ils arrivaient à capter les rêves dont on ne se souvient pas. Vu le produit qui ressemble, pour schématiser aux gens qui nous écoutent, à Radio Réveil, imagine, tu as fait un réveil un peu problématique vis-à-vis de ta moitié. Bon, bah là, si le truc génère automatiquement, tu sais, et ta meuf... Heureusement que c'est en ultra haute définition. Il y a combien de meufs, là, dans ton rêve? Mais justement, c'est l'idée, c'est que tu peux lui raconter quand tu te réveilles. Après, c'est pas précisé sur le site, mais peut-être que tu peux lui demander de nouveau un rêve que tu as fait dans le passé. Ça, pour le coup, c'est pas précisé, mais bon, j'ai trouvé que le projet était cool, surtout que c'est 100% open source. Donc tu peux demain récupérer toutes les ressources et pouvoir le faire. C'est sûr que c'est un choix assumé, qui se positionne un petit peu comme une sorte de laboratoire d'idées. J'ai bien aimé ce terme et ce positionnement. C'est pas un appareil du coup destiné à être industrialisé, vous l'aurez compris, mais vraiment pour nourrir un petit peu cette petite réflexion. C'est un outil narratif finalement pour ces c'est de l'artistique même presque aussi. Vous avez déjà entendu parler de la Cour des comptes? La Cour des comptes. Ouais. Celle qui nous défonce, là. Elle nous a défoncé celle il y a pas longtemps. avec qui on rend des comptes. Alors, on lui rend pas des comptes. Par contre, sa mission à elle, la Cour des comptes, donc c'est une comment dire, je sais pas si on peut appeler ça une instance, mais c'est quelque chose qui existe au niveau du gouvernement et qui a pour objectif d'assurer le bon emploi de l'argent public et de communiquer ses résultats aux citoyens, donc à vous. Ok, d'accord. C'est indépendant, ça se situe à équidistance du Parlement et du gouvernement, et en théorie, elle est censée les assister, leur dire, c'est à voilà. Bercy, non? Et vous avez, pardon? C'est à Bercy, il me semble. C'est une excellente question, je n'en sais crois rien. que c'est à Bercy. Il y a pas mal de trucs. C'est à eux Bercy, qu'on envoie c'est un courrier en disant rends l'argent aux abonnés, c'est ça? Je pense, mais après, bon, je suis pas sûr qu'ils soient dans les petits papiers de YouTube, parce que c'est pas de l'État, de l'argent public. Là, en l'occurrence, c'est vraiment l'argent public. Ils ont fait un document qui est un rapport sur les investissements qui sont faits au niveau étatique au niveau civil, parce qu'on va pas parler du domaine militaire qui est pas géré par les personnes dont on va parler, qui est géré par l'état-major des armées, mais le rapport il est unanime. Le pilotage gouvernemental côté cyber qui est fait par la France est trop flou et inefficace. Je parlais tout à l'heure du fait que c'était guidé par la partie militaire pour l'état-major. Nous, en France, pour la partie civile, en théorie, c'est sous la direction du Premier ministre, via un organisme qui s'appelle le SGDSN, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale. Premier constat, manque d'autorité.
Voilà, donc c'est cash, Ouais. c'est net, c'est précis. Genre, il n'y a Également- pas un directeur de la cyber en France, par exemple, qui va régir un petit peu. Alors, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt que ça manque de moyens de faire appliquer les recommandations qu'ils émettent en fin de compte. C'est qu'il n'y a pas moyen d'aller taper sur les doigts des hôpitaux, de tout ce qui est service public, etc., pour leur dire ben là, vous êtes mauvais en termes de cyber, faites-le, faites ça bien, implémentez les nouvelles mesures dont on vous parle, parce que sinon, on va prendre des sanctions. Donc, c'est pas vraiment au Après, niveau interne, c'est plus sur si aujourd'hui il y a des non-conformités, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gens se mettent en conformité. De manière générale, dans le secteur privé, c'est très simple, tu fais pas amende. Ou tu n'as pas le droit d'exercer. C'est le cas pour pas mal de domaines ou de référentiels. Là où j'ai un peu bugué, c'est qu'au-delà de toute considération politique, moi je suis pas politisé comme gars. C'est quand même François Bayrou, le Premier ministre de la France. Bon, en termes de compétences sur le sujet, je pense qu'on aura vu mieux. C'est pour ça, je pense qu'il manque des conseillers autour de ça. Des C'est gens ouais. C'est pour l'éternel vraiment débat. driver. C'est l'éternel débat. On a des gens, des experts qui sont vraiment bien très sûr. très bons sur la question. Le problème, c'est qu'on n'est pas nécessairement en pourra toujours les écouter. On pourrait parler même de la Quadrature du Net, tu vois, qui Bah. est une instance, enfin, qui est un collectif de mecs qui sont assez calés sur des sujets qui pourraient amener de la compétence. Et pour moi, ça devrait être ça. Après, l'idée, c'est que le Premier ministre, il devrait statuer, bah, on investit, on n'investit pas, tu vois, de statuer sur le financement ou pas qu'on a. Au-delà du manque d'autorité, le manque de moyens humains et budgétaires qui est défini comme très limité. C'est-à-dire que de par déjà la rareté des compétences qu'il faut en cyber et de par la compétitivité du secteur en ce moment, globalement, les gens qui sont bons dans le domaine, ils vont dans le secteur privé, ils vont pas nécessairement dans l'étatique, puisque les salaires, on va dire clairement, sont vraiment pas Attrayants, ouais. les mêmes comparés à ce que tu peux avoir dans le secteur public. Pour terminer, effectivement, le rôle respectif des différents ministères, que ce soit le ministère de la Santé, de l'économie, de l'Intérieur, etc., ça reste mal défini. Qu'est-ce que ça veut dire très, très concrètement ? L'ANSSI, elle a été créée en 2009, donc rattaché au Premier ministre, comme je l'ai dit, pour faire face à l'évolution rapide des menaces. Donc on avait besoin de se doter d'une organisation, d'une entité étatique qui permettait de davantage aider le secteur civil. Donc tout ce qui est, encore une fois, c'est de la défense interne, mais pas militaire. Donc c'est tout ce qui est hôpitaux, comment dire. Et disons-le, les, aujourd'hui, c'est devenu crucial, hein, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de guerre hybride. Typiquement, on est en conflit, même si on n'est pas en guerre avec la Russie. Et on le voit, par exemple, que ces genres d'attaques qui produisent... Aujourd'hui, on a différents moyens de faire la guerre. Et c'est ça, un grand, très important. un grand paragraphe dans ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui est un gros volet cyber également, et dans la nouvelle stratégie nationale de cybersécurité qui a été validée en novembre 2024 et qui a pour ambition d'être assortie de ressources budgétaires et d'une gouvernance interministérielle renforcée. Tu m'attends d'une super paire, tu m'as dit avec l'évolution des menaces, c'est important de faire des investissements. Entre juillet 2022 et juin 2023, l'ENISA, qui est un organisme qui fait de la cyber au niveau européen, elle a constaté une forte augmentation des rançongiciels, 34,1% des signalements, des attaques par déni de service. Donc encore une fois, tu envoies énormément de trafic pour le DDoS. Le DDoS, exactement, pour couper une ressource, 28,2%, et le vol de données, 17,2% sur le périmètre civil européen. Donc là, on n'est pas que sur la France, on est sur l'Europe. Mais en moins d'un an, on constate que tu as des évolutions de quasiment un tiers de chacune des menaces. Ils ont pas parlé du phishing par message et tout ça, alors que c'est l'une des plus grosses... Il y en a, mais le phishing, en fait, c'est un moyen d'accès, c'est pas une conséquence. Le phishing, c'est le fait de voler les données pour en faire quelque chose. Donc, ça rentre dans le vol de données potentiellement, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un moyen d'avoir un accès initial ou de porter la personne à voler quelque chose ou à faire quelque chose. C'est ça, c'est un moyen. Le flingue dans un cambriolage, tu récupères pas l'argent avec le flingue, c'est un moyen d'appuyer le reste de ton cambriolage. La diversification des cibles, élément intéressant, c'est les administrations publiques qui restent le plus visées, avec 19% des attaques en Europe, suivi par la santé, 8%. On a aussi l'industrie avec 14% et le transport 17% des attaques par déni de service. Donc c'est encore une fois, le problème, c'est qu'on va souvent taper ceux qui sont moins bien lotis, mais qui sont en même temps très critiques, qui ont besoin de fonctionner parce qu'ils sont plus enclins à payer. Si demain, tu as un rançongiciel, un ransomware qui attaque un hôpital, tu as potentiellement des gens qui peuvent plus être soignés. Dans les urgences, c'est très compliqué. Donc, c'est ceux qui vont être le plus enclins à réagir vite, à payer vite, et qui sont en même temps le moins protégés, puisqu'ils n'ont pas nécessairement des gros investissements. La mairie, encore, la mairie... toute l'administratif tombe par terre, ça fonctionne plus, quoi. C'est vrai, mais c'est pas nécessairement des fonctions qui sont critiques, dans le sens où tu perds pas nécessairement des vies, tu as tellement le caractère donc il faudrait recruter finalement à grande échelle dans ces secteurs-là. Investir, former davantage pour faire face à la pénurie d'experts,
rendre le secteur, les salaires, ouais, voilà, les perspectives d'évolution dans le secteur public plus attrayants. Mais c'est toujours le nerf de la guerre. Hein. À un moment donné, il faut dire les termes, c'est la thune globalement qui fait que aujourd'hui, manque d'investissement veut dire manque d'attractivité et manque de compétences. Un pays qui reprend du tard sur la cyber, d'autant plus que l'industrialisation de la cybercriminalité, ça devient aussi un gros sujet, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur des attaques où il y a des petits mecs dans un garage qui font des choses, maintenant on est sur des structures qui sont comparables à des entreprises. Tu as peut-être entendu parler de Logbit ou de Conti, qui sont des grands groupes qui font du ransomware as service, maintenant tu as du cybercrime as service, donc qui donnent un ticket d'entrée pour avoir une souche de leur ransomware qui déploie sur la société que tu veux viser, etc. Et qui sont, comment dire, maintenant, il y a même des professionnalisations des travails. Tu vas avoir les brokers qui peuvent mettre en relation les gens. Tu vas avoir les développeurs spécialisés dans la recherche de zero day, donc de vulnérabilités qui n'ont pas de patch et qui ne sont pas connus du public pour t'aider à développer ton logiciel et faire en sorte qu'il se propage un max. Toutes ces choses-là font que, en termes de coûts dans les cyberattaques, en moyen pour les TPE et PME, on a quasiment un demi-million en termes de coûts, une fois que l'attaque s'est produite avec toutes les retombées qu'il peut y avoir, etc. Pour les établissements de taille intermédiaire, donc juste au-dessus des PME, on va être à 13 millions et les grandes entreprises, c'est 135 millions. Et quand tu vois qu'en général, et pour la cyber, le coût pour une TPE ou une PME de se protéger, il est à peu près à moitié moins. Il est entre 150 000 et 200 000 d'euros d'investissement qui pourrait permettre d'éviter les menaces. Et c'est un rapport qui avait été fait également par l'INSA, mais qui est intéressant. De par le volume et la sophistication des attaques, on devrait continuer de voir une évolution justement de cette sophistication et un élargissement du secteur médian. C'est-à-dire que le secteur le plus visé va s'élargir de simplement ce qu'on a dit tout à l'heure avec le côté public et le côté industriel transport, avec l'agroalimentaire, la recherche, potentiellement l'espace. La France, en termes d'investissement, là je retourne sur le rapport de la commission des comptes, on estime qu'à l'heure actuelle, l'investissement il est à 0,5% du PIB numérique. Donc, c'est-à-dire des investissements, du retour qui est fait sur le numérique. Il faudrait le doubler, passer à 1% pour avoir une réponse qui serait davantage correcte et permettre peut-être pas d'absorber le retard, mais au moins de le limiter. Côté écosystème, tripler le chiffre d'affaires, doubler l'emploi et générer 3 licornes d'ici 2025. Alors, ça c'est sur la feuille de route du SGPI, je ne comprends pas bien le fait de générer 3 licornes, ce que ça peut apporter. Visibilité, sans doute pour la France, sachant que les licornes, la dernière, il me semblait que c'était Ledger et ça remonte à un bout de temps. Donc, C'était, alors, France, ouais, peut-être, je ne sais pas si on a eu entre-temps, mais surtout, en fait, on parle du secteur privé, donc, de secteur public, on s'en fout un petit peu du licorne, mis à part le fait de dire venez bosser chez nous, mais en fait, il faudra quand même payer le logiciel et payer les gens si tu veux les mettre à dispo côté État, donc c'est un peu bizarre comme recommandation. Et par contre, effectivement, industrialiser l'observatoire de la menace, ça c'est plutôt intéressant, sachant qu'en plus, il y a pas mal de dispositifs et de vitrines. Tu sais que moi, je travaille au campus cyber, qui est un bâtiment que Emmanuel Macron a voulu créer pour fédérer un peu l'écosystème français. Il y a des très belles choses qui se font là-bas en matière de cybersécurité, il y a des très belles boîtes qui sont présentes. Des boîtes françaises, il y en a visiblement assez peu. Hein. Non pas parce qu'elles ne veulent pas s'y installer, c'est juste que il y en a assez peu. On a quelques pépites, on en a des très bons sur des technologies très sympas, on en a des un peu moins bien dès qui ont souffert d'une forte, médiatisation, mais qui et d'une poussée par la team, mais qui n'allait pas à la hauteur des solutions américaines. On a les moyens de faire des choses. Moi, j'ai hâte qu'il y ait une espèce de secousse, mais j'espère que cette secousse, elle ne viendra pas comme la quasi-totalité des missions que je mène aujourd'hui, c'est-à-dire après une cyberattaque. J'espère qu'on sera intelligent j'espère qu'on sera assez intelligent pour se dire que préemptivement, il faut qu'on y aille, il faut qu'on ait de l'assurance et il faut qu'on ait des convictions vis-à-vis des investissements qu'on doit faire en cyber et pas que, comme d'habitude, les Américains ou les Israéliens ou les Chinois nous mettent une roquette une distance pas possible par rapport à nous, ce qu'on est capable de faire et l'investissement qu'on est censé faire. On est le 4 juillet et le 1er juillet, il y a Nothing qui a pris la parole à Londres pour annoncer des nouveaux produits. Alors, l'idée ici, c'est pas vraiment de refaire ce qui a déjà été fait 1 milliard de fois sur le net. C'était plutôt de vous tendre une perche sur les nouveautés, parce que Nothing a toujours cette signature d'essayer de se démarquer de par son design. On parlait de design, c'est pour ça que je reviens là-dessus. Et aussi de par sa proposition au global. On l'a beaucoup connu, Nothing, avec le Nothing Phone, qui avait cette transparence et pour ce dos arrière avec ses bandeaux LED, etc. Ils ont essayé de créer tout un écosystème. Moi, j'étais toujours un peu interrogatif sur la pertinence de ce truc-là, tant par le fait que je me disais, moi, en général, je suis plutôt du genre à mettre une coque. Et du coup, forcément, c'est quoi l'intérêt? Après, on peut mettre des coques transparentes.
mais il y a aussi le côté un peu, je sais pas, moi j'ai déjà ma première question c'était de me dire est-ce que j'utilise beaucoup mon téléphone de dos, tu vois, est-ce que quand je m'assois quelque part, est-ce que j'ai tendance à le mettre sur la face arrière? Bah, un design doit être travaillé à l'avant et à l'arrière. En vrai, un téléphone n'est pas censé être destiné à être sous coque. Donc tu travailles et justement, ils ont voulu amener cette signature pour justement se différencier des autres et avoir un côté un peu plus industriel vis-à-vis des autres qui sont plus minimalistes comme Ouais. Apple ou Samsung. Après, la réalité, pour moi, je trouve, du marché, j'aime bien hein, ton concept de dire normalement un téléphone, c'est pas sous coque. Quand tu regardes un peu généralement la réalité du marché, il faut se rappeler que les gens, ils mettent un billet et parfois un bon sur des téléphones. C'est clair. Première chose qu'ils font, c'est une coque et un verre, Sur un les verre trempé. iPhones, ça, je le vois de moins en moins. Alors, verre trempé, ouais, parce que ça va pas, c'est très peu, comment dire, Invasif, invasif sur en termes le de design d'esthétique de et- l'objet. Mm. Mais par contre, les coques, c'est vrai que sur les derniers iPhones, alors qu'ils valent très cher, je vois beaucoup de gens ne plus mettre de coques. Bah parce que c'est Faut de avoir plus en confiance, plus résistant C'est vrai. en réalité des faits. Après, quand t'es designer, tu dis pas, bon bah frérot, tu travailles pas le dos parce que les gens dans tous les cas vont mettre une Non. coque. Donc Non, mais du il faut coup, le travailler. je suis d'accord avec toi. Après, l'idée de vouloir en faire un élément intelligent aussi, participatif du smartphone, c'est-à-dire avec donc ces LED qui vont fonctionner et faire pas mal de choses, ça, c'est une autre question. Mais on va y venir. Hein. Je vous propose qu'on attaque un peu directement dans le vif du sujet. Donc, l'idée, c'est qu'ils ont fait le Nothing Phone 3, qui est un téléphone haut de gamme. Et moi, j'insiste sur le mot haut de gamme et pas premium. C'est d'ailleurs pour ça que le produit, il est en dessous des 1000 euros. Parce que typiquement, si je devais juste en un argument te dire pourquoi il est haut de gamme et pas premium, bah, tu prends la puce qui est dedans, le socle, c'est le Snapdragon 8S Gen 4. Déjà, le 8S, c'est un peu une version, on va dire, castrée du 8 Gen 4, par exemple, de base. Et en plus de ça, si je devais faire un tel haut de gamme premium pour aller affronter, on va dire, un Galaxy S25, voilà, et j'en passe, tu mettrais les Elite, les Snapdragon Elite, et pas un 8 Gen quelque chose. Donc, le positionnement en dessous, donc disons-le tout de suite, hein, le téléphone, il est à 800 euros. Et pour moi, en fait, c'est pas une arnaque. Il est bien positionné par rapport à la proposition qu'il fait. Nothing n'est pas là pour essayer de faire la compète avec un Samsung. Je pense qu'ils sont conscients aussi de leur force. Et il y a des choix qui ont dû être faits techniquement pour justement essayer de garder un prix sur lequel les gens se disent bah moi, mettre plus de 1000 euros dans un Nothing, c'est mort. Ça, déjà, je trouve que c'est une approche plutôt intelligente. Mais c'est l'approche qu'ils avaient fait, en fait, quand à la base, le mec était parti de chez OnePlus. pour justement fonder Nothing. Il y CarPlay, avait le délire de, bah, effectivement, au départ, c'était du flagship, mais à des prix très C'est abordables. plutôt le flagship killer. Ouais, comme C'est tu ça. dis. Et en fin de compte, lui, quand il est parti, il s'est dit bon, bah, je vais faire le truc un peu à ma sauce. Je vais un peu, peut-être pas revenir aux origines, mais je veux pas seulement. Je veux des produits qu'on reconnaisse et qui soient bien. Parce que moi, quand OnePlus était sorti, c'était la folie avec, je crois que c'était OxygenOS, leur OS qui s'appelait, qui était vraiment une Cyanogen version. même. À Alors, l'époque. Cyanogen, non, mode, ouais. Cyanogen, ouais, bon, c'était la version, comment Bah, pour moi, c'est là où ça a été fait le buzz sur le C'est vrai. OnePlus One, tu vois. Parce C'est vrai. qu'en fait, c'était en partenariat avec Cyanogen, qui était la team des ROM custom par excellence, quoi. C'est Moi, c'est surtout la mise en place de formats d'invitation. Tu pouvais pas acheter le téléphone, tu devais recevoir une invitation de OnePlus ou de quelqu'un globalement parrainé pour pouvoir Ça a acheter un smartphone. C'est vrai. Ça a été la stratégie du marketing pour faire survivre la marque, parce qu'on savait que ce qui tuait souvent les nouvelles marques, ou même les marques tout court, c'était d'avoir trop de stock sous les bras, et c'était ça qui pouvait couler une entreprise. Là, le système d'invitation te faisait dire que les gens se faisaient tellement chier à essayer d'obtenir une invitation qu'on va dire 90% de chances que quelqu'un qui a une invitation va faire l'acte d'achat. Oui, mais ça crée aussi une proximité, il y a un côté Il y a exclusif. un côté grave, je suis grave Et c'est ce que justement ils ont voulu amener vachement avec Nothing, ce côté différenciant, avec un côté très brut, très naturel. On retourne sur le côté digital, numérique, ne serait-ce dans, Mais un peu dans la typographie. Industriel. Ouais. Et industriel, pense que justement. Je c'est- suis très très d'accord. Moi, j'adore le design perso de Nothing en général. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont voulu apporter justement sur ce nouveau avec la glyphe arrière, c'est ça? Exactement, donc ils ont retiré leur système traditionnel de LED glyph qui, selon moi, est quand même, malgré tout, on va dire un aveu d'échec, ou en tout cas, ils ont fait le tour de la question et finalement, ça prend pas plus que ça. Du coup, ils ont plutôt opté maintenant pour un écran à LED matriciel hein, qui est composé de 489 micro LED. Et en fait, tout simplement, c'est quoi? C'est un rond, on va dire, derrière l'écran qui est ni plus ni moins qu'un écran secondaire, comme on a pu voir sur d'autres téléphones. Moi, je me souviens de téléphones, même Meizu, qui avait tenté des choses comme ça, où il y avait carrément un écran. Là, pour le coup, c'était un mini-écran AMOLED à l'arrière. Là, ils ont fait un truc un peu stylisé avec ces fameux ajouts de micro-LED. Ça vient se greffer un peu au niveau des capteurs, c'est assez C'est intéressant ça, comme c'est design. après, voilà, il y a une disposition des capteurs qui divise.
parce qu'il y en a qui sont omnibulés par le côté symétrique des choses, et t'en as qui trouvent ça plutôt cool, ce côté, on va dire, déstructuré, ou en tout cas le fait que tout ne soit pas aligné. Donc ça, c'est un truc qui fait débat. Au niveau des fonctionnalités de cet écran, on va pouvoir bien sûr faire afficher des notifications personnalisées. Alors, je vous invite à aller voir sur notre Instagram le téléphone à l'arrière, on vous montrera. C'est un tout petit écran rond, donc allez pas croire qu'on va y mettre du texte. Ça va pas être de la notification riche. C'est des animations finalement. Voilà, des des animations, icônes, des chiffres, des animations. J'ai vu 2-3 trucs, 2-3 gimmicks. Tu peux mettre la boussole, tu peux faire le jeu de la bouteille. Tu as 2-3 trucs comme ça. Et je crois que tu peux même créer tes propres petits modules si jamais t'en as. La réalité des faits, c'est que tu l'utiliseras quasiment jamais, mais ça fait un élément différenciant et ça coûte pas plus cher, j'ai envie de dire, sur le produit. Quoi. C'est ça. Ouais. Et là, il y a une zone tactile qui a été aussi mise en place juste en dessous de ce fameux écran, qui va permettre justement de pouvoir interagir avec ce petit écran. On va pouvoir faire du glissement pour interagir avec les notifications, ou peut-être, tu vois, activer des choses spécifiques, comme ils appellent le flip record, qui est un enregistrement vocal instantané, sur lequel, tu vois, l'idée de pouvoir déclencher l'option magnétophone, on va dire, elle est intéressante. Et pareil, c'est un bouton qui sera amené à évoluer aussi également sur les cas d'utilisation. En vrai, moi, comme je t'ai dit, j'ai toujours été dubitatif sur la proposition de Nothing là-dessus. Voilà, moi, je suis jamais rentré dedans à fond. Je comprends ceux qui sont fans et qui adorent le concept, notamment pour ceux qui utilisent peut-être beaucoup de Uber, tu vois, et donc du coup, tu avais le temps que le mec allait mettre pour arriver, tu sais, le compte à rebours. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Là, par contre, ce que j'aime bien avec cette approche-là, de cet écran LED qui est à l'arrière, c'est typiquement, et je t'ai vu et je me souviens de notre petit déplacement qu'on avait fait ensemble sur la ville de Niort, c'est la possibilité de pouvoir se cadrer. En fait, l'affichage, c'est vraiment de la micro-LED, donc tu feras pas, c'est pas un écran secondaire. Mais par contre, ça peut te permettre d'utiliser tes caméras arrière et d'avoir un petit aperçu de voir si tu es au moins bien cadré. Et ça, je trouve que pour ça, c'est déjà pratiquement presque une justification en soi pour moi, pour me dire que c'est une bonne idée. Moi, c'est le genre de choses que j'aimerais bien voir. J'aimais beaucoup à l'époque des smartphones, tu sais, les caméras rotatives et tout, parce que j'adorais l'idée aussi de se dire qu'on puisse utiliser la meilleure caméra qu'on a à l'arrière pour faire nos selfies. Oui, c'est vrai, il y avait eu ça pendant un moment. Ouais, donc ça, c'est vraiment très, très cool. Voilà, en vrai, il n'y a pas plus à en dire que ça. Je vous ai donné le prix, je vous ai donné un peu vite fait le placement du tarif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, c'était plutôt ça, la proposition, le passage du coup à ces fameuses bandes OLED où ils avaient même fait des trucs, on pouvait composer des sonneries, etc. Là, un système un peu plus, on va dire, attendu, traditionnel, avec cet écran finalement qui en est un. Je pense que tu l'as dit, ils ont fait le tour de la question, ils sont passés à autre chose. Ils ont apporté une nouveauté sur un design qui est atypique. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Pour moi, il n'y a pas de... Mais toi, ça m'excite pas plus que ça. Maintenant, ça reste un truc qui change de ce qu'on peut retrouver sur le marché. Et ça, c'est ce que j'apprécie. Tu vois, il y a une vraie proposition derrière Nothing. Maintenant que tu aimes ou que tu n'aimes pas, en réalité, il n'y a pas de plus sur le papier à cause de ces innovations. Ouais. Et toi, Rewan, de ton côté, cette proposition-là, avec cet arrière qui propose ce petit écran... comme ça, est-ce que tu es client ? Est-ce que... J'aime bien le côté gimmick, j'aime bien le côté de me dire qu'ils te mettent à dispo quelque chose que tu peux un peu personnaliser et en faire un peu ce que tu as envie. Alors, on va voir comment ça se matérialise dans la vraie vie et s'il y a vraiment pas mal de choses qui sont supportées, surtout à travers les applications. Après, niveau design, moi, Nothing, je suis très très fan. J'aime bien l'aspect transparent, j'aime bien l'aspect un peu, industriel, j'aime bien... Il y a le côté, tu sais, il y a l'approche, je vais dire... un peu Apple, Quentin en avait parlé dans le fait d'avoir quelque chose d'assez lisse, d'assez épuré, des coins bien arrondis et tout. La Nothing prend un peu l'autre pas, c'est-à-dire que c'est pas des formats qui sont encore très carrés, très anguleux. Par contre, ça devient très roots, très matériaux bruts, c'est pas exactement ça, mais transparent. Tu vois l'intérieur, tu sais, comme si t'avais comme s'ils avaient, vraiment mis juste une couche transparente. Tu sais, pendant un moment, t'avais la mode de ces trucs-là, les manettes, les Xbox première génération qui avaient des manettes transparentes, ce genre de trucs-là. Moi, je suis très très fan, et puis je trouve que c'est bien aussi qu'il y a une boîte qui se permet de tenter des designs un petit peu différents au niveau du flash. Quand on a parlé, Quentin, avec les bandes de LED un peu sur le côté qui peuvent s'afficher de différentes manières. Franchement, moi, j'apprécie, et j'apprécie d'autant plus qu'ils mettent ça maintenant, ils généralisent un peu l'approche. Tu avais les écouteurs, maintenant tu as le casque qui devrait arriver.
Franchement, cool à voir. Moi, j'aime bien. J'en profite de la perche du coup que tu me tends pour qu'on aborde justement ce casque qui a fait beaucoup parler aussi également. Encore une fois, l'idée, c'est pas de refaire toutes les specs. Là, il y a tous les sites et les vidéos qui vont bien pour ça. Mais on peut noter déjà une chose très importante, c'est que Nothing a été assez malin pour relancer un petit peu, tu sais, les partenariats qu'on peut voir notamment sur les photos avec Leica qui va se mettre avec des constructeurs de smartphones. Là, ici, Nothing arrive avec un partenariat qui s'appelle KEF. Moi, ça me rappelle l'époque, tu sais, où on avait des casques Beats by Dre et tout ça, avec ces petites combinaisons qui étaient assez cool. C'est un casque haut de gamme, un casque qui est vendu à 299 €, qui est en tout cas en précommande dès le 4 juillet. Moi, je voulais avoir votre avis sur son design, qui fait parler. Moi, j'ai du mal un peu avec ce côté rond et à la fois le carré, le rectangle qui est derrière. Oui, la partie supra-auriculaire qui est légèrement carrée, puis dessus, tu as la partie ronde qui est du coup la partie où tu as l'arche, etc. C'est un produit presque que je pourrais voir genre dans une série Star Wars, tu vois, qui a un côté futur rétro. Je vois ce que tu veux dire un peu, ouais. Mais pour moi, ils rentrent ils cochent les cases de leur design. Ils rentrent dans ce côté, justement, on en parlait, hyper industriel, clean, classique, en même temps très technique, de se démarquer, et qui a envie de se démarquer dans ce monde de casques qui, pareil, ils se ressemblent tous l'un avec l'autre. Tu parles de Sony, de Bose, etc. C'est tous les mêmes. C'est clair. Et ce qui est intéressant, alors ce design, effectivement, il peut porter à confusion, mais en fait, c'est tout simplement pour justement pouvoir avoir suffisamment de place pour englober ton oreille à l'intérieur et avoir ce côté design intéressant, justement, en apportant quelques petites fonctionnalités. Le carré intérieur me fait penser au Apple Pro Max, enfin le casque AirPod Max. Apple, le AirPod Pro Max, exactement. AirPod Max, il n'y a pas de Pro, AirPod Max, sur lequel ils auraient rajouté justement cette partie-là ronde par-dessus. Ouais. Mais je pense que c'est encore une fois l'idée, comme tu l'as dit, c'est du supra-auriculaire. Tu as de la réduction active de bruit en temps réel, donc il faut vraiment que ça englobe bien ton oreille pour que ce soit assez efficace. Il y a aussi un autre parti pris qui est intéressant, justement par rapport au design. C'est le fait que là où beaucoup de constructeurs font tout pour planquer les boutons, là il y a cette volonté de les mettre un peu en avant comme étant un participant au design global du produit. Il y a des choses semi-tactiles, alors c'est marrant parce que c'est vraiment du tactile à mélanger avec du bouton physique. Tu as du sensitif et en même temps tu peux appuyer dessus, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, voilà, c'était vraiment pour vous poser la question aussi également si vous adhériez au design. Moi, c'est le genre de produit, mine de rien, je me suis dit, j'aimerais bien le voir en vrai parce que souvent, il y a aussi la distance, le fait de le voir sur une photo. L'apprécier en taille réelle, pour voir comment ça ferait au final le rendu. Moi, perso, je suis pas fan. Mais par contre, je lui laisserai sa chance de me dire si j'ai la possibilité de le voir en vrai, peut-être de changer d'avis. Moi, ça me fait penser à du design un peu cyberpunk dans l'esprit, et je suis assez fan de la démarche, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez épuré, qui est assez, maîtrisé, dans le sens où Nothing n'a pas fait n'importe quoi à vouloir avoir des formes, des trucs qui dépassent et tout. Ça reste suffisamment élégant et suffisamment discret. Moi, franchement, je valide. Il y a une belle balance justement entre le côté très minimaliste et crafté, un petit peu un aspect fait main qui est hyper intéressant. Et le fait alors le cas, je crois que tu as 2 couleurs, tu as le noir et le blanc. Le Nothing Phone, je crois que tu as 3 couleurs, je crois que tu as le orange en plus, si je dis pas de bêtises. Et c'est des couleurs aussi, pareil, si tu veux de la sobriété, tu peux, puisque le blanc, tu vas avoir les contours noirs de certains objectifs, certains trucs qui vont ressortir. Le noir est beaucoup plus épuré, et le orange, là, c'est vraiment tu veux t'afficher. Et encore une fois, je trouve que le parti pris de se dire je mets à dispo aux gens la possibilité de choisir si tu as vraiment quelque chose de flashy ou quoi. Franchement, j'aime beaucoup la trajectoire dans laquelle il se dirige, il s'assume, et ça fait plaisir à voir. Ouais, l'idée, c'est vraiment que ça parle à toutes les cibles, et je trouve que ça, c'est plutôt bien fait. Donc, écoute, intéressant. Top ou flop pour toi, Quentin? Le fun et le... Ouais, les deux, top. Ouais. Toi, Mathieu? Je suis mitigé de ouf. Après, pour avoir eu des Nothing Phone, c'est pas mal, tu vois. C'est pas pour moi un no-go, mais j'ai du mal à prendre la proposition, quoi, en fait. Moi, je mettrais un top, moi. Honnêtement, tout pareil. Et ben voilà, pour les actus de la semaine, accrochez-vous parce que jeudi, on va changer d'échelle, complètement. Si je vous disais qu'une cité longue de 170 km, au beau milieu du désert, allait accueillir 9 millions d'habitants et qu'elle serait entièrement pilotée par une intelligence artificielle, c'est pas de la science-fiction, c'est The Line, un projet bien réel en Arabie Saoudite. Partout dans le monde, il y a des villes futuristes qui émergent, pensées par des États ou les géants de la tech. Elles promettent un quotidien plus vert, plus fluide, plus intelligent, mais derrière ces promesses écologiques et technologiques se cachent d'autres réalités. Surveillance permanente, algorithmes décisionnaires, disparition du collectif. Et si demain, le monde se divisait entre une élite ultra connectée et des millions de laissés pour compte asphyxiés sous 50 degrés? On vous raconte tout, projet à l'appui dans un épisode spécial à pas rater. Merci les osios et à jeudi dans Bubble. Salut.